que je dois t'avouer que je me sens un peu concerné par cette mécanique-là. Parce que beaucoup de gens ici au Québec, quand on parle de Christian Page, les gens me disent « Oui, mais vous, Christian Page, vous êtes un sceptique. » Et là, j'ai un malaise par rapport à ça. Parce que si on discute, par exemple, de façon générale, je te dirais, Yannick, que le scepticisme, c'est la façon la plus saine d'aborder n'importe quel phénomène, et en particulier les phénomènes paranormaux. Parce que le scepticisme, par définition, ce n'est qu'une suspension du jugement. Hein? Je le sais pas. Hein? Est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Je le sais pas. Mais je vais suspendre mon jugement en attendant de faire des recherches et voir dans quelle direction les preuves nous amènent. C'est ça le scepticisme. Donc à partir de là, tous les phénomènes doivent être abordés avec cette même situation de scepticisme. Peu de gens savent que c'est également la démarche qui est préconisée en science. Lorsque des scientifiques, par exemple, émettent une hypothèse, hein, supposons, on dit, la Terre tourne autour du Soleil. Imaginons cette hypothèse. L'approche scientifique n'est pas de démontrer que la Terre tourne autour du Soleil. L'approche scientifique, elle est tout à fait sceptique, c'est de dire, voici une affirmation, la Terre tourne autour du Soleil. Donc l'approche, c'est de dire, c'est faux. Et les scientifiques vont travailler à prouver que l'hypothèse est fausse. C'est ce qu'on appelle cette façon de faire. On appelle ça l'hypothèse qui peut être mise à défaut. Et dans cette façon-là, si on arrive après des mois de recherche et de travail en disant on a tout pensé, on a tout vérifié, et là, on n'arrive pas à réfuter l'hypothèse, c'est que ça doit être vrai. Tu comprends? Donc, on agit un peu rétrospectivement à l'affirmation. Et c'est la démarche scientifique. Donc, réfuter l'hypothèse. La Terre tourne aussi autour du Soleil, je vais essayer de te prouver que c'est faux. Et si je n'y arrive pas, je devrais bien admettre que forcément, la Terre doit tourner autour du Soleil. Donc, c'est l'approche qui est préconisée sur le modèle scientifique. Et c'est la façon la plus saine également d'aborder n'importe quel phénomène. Mais pourquoi, lorsque les gens me disent « Mais vous, Christian Page, vous êtes sceptique », pourquoi je me sens mal à l'aise? Je me sens mal à l'aise parce que ce mot de sceptique a été récupéré et il est aujourd'hui, comment je pourrais dire, il est un peu éclaboussé. Hein? On a l'impression que le mot sceptique, c'est également synonyme de personne bornée, qui veut rien savoir, qui a l'impression de tout savoir et que les autres sont toujours à défaut. Et c'est tout à fait vrai que c'est un peu l'aura que le mot a aujourd'hui. Et tout ça, il vient de ce qu'on pourrait appeler les pseudo-sceptiques. Ce sont donc des gens qui se présentent comme des sceptiques, mais dans le fond, ils sont au niveau de la philosophie, ils sont beaucoup plus proches du nihilisme. Rien n'est vrai, les ovnis n'existent pas, les fantômes, c'est pas vrai, ou les gens ont trop bu, ou ce sont des imbéciles, etc., etc. Et là, ces gens-là se définissent comme des sceptiques. Et malheureusement, si moi j'arrive dans ce milieu-là en disant je suis sceptique, j'ai très peur d'être associé à ces gens-là. Et donc, c'est un peu la conversation que j'ai eue avec Mallory. On a justement parlé du rôle que ces pseudo-sceptiques tiennent sur les tribunes publiques et la façon qu'ils ont un peu de travestir ce mot de scepticisme, qui est dans le fond une approche qui est tout à fait saine. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on raconte et tout ce qu'on dit avec les sceptiques, là, c'est sûr ça devient un peu inquiétant. Et donc, cette entrevue sera présentée en 2 temps parce que on a été ensemble pendant à peu près 1 heure, on a discuté de cette thématique-là. Et puis donc, aujourd'hui, je vais te présenter les premiers 30 minutes de cette entrevue avec Mallory Clément. Et avant d'aller à l'entrevue, j'ai dit que ça serait le fun un peu Là, je viens de te raconter un peu le truc des sceptiques, puis je me suis dit, ça serait le fun, je vais quand même te raconter 2-3 anecdotes à propos des sceptiques et pourquoi je ne veux pas être associé aux sceptiques. Et là, évidemment, les gens qui nous écoutent ce soir, là, vous n'êtes pas obligés de prendre ma parole comme étant parole d'évangile. Là. Je vous raconte des événements tels que Christian Page, dans ses bottines, l'a vécu. Tu comprends? Je veux dire, probablement que les sceptiques auront une autre version de l'histoire, mais moi, dans mes bottines, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est pour ça que je ne veux pas être associé à ces gens-là. Donc, écoute, l'une des anecdotes, puis on en a déjà parlé ensemble, qu'on voit beaucoup circuler sur les médias sociaux et en particulier sur YouTube, c'est une image qui a été tournée il y a à peu près 30 ans
où j'étais dans une émission de radio avec une émission de télé, pardon, avec des sceptiques, une émission à la télé communautaire. T'étais Et à un encore tout moment jeune donné, homme. oui, tout jeune homme. Écoute, ce sont des images qui datent de 1990 ou Ouais. 1991. Et là, à un moment donné, je m'insurge, je me lève, j'arrache mon micro, je suis vraiment en tabarnouche. Et à ce moment-là, donc, il y avait à la table, il y avait un représentant de l'association des sceptiques. Et là, comme on dit, j'ai pété ma coche. Mais pourquoi j'ai pété ma coche? Ben écoute, je te raconte l'anecdote, puis tu vas comprendre un peu mon point de vue. C'est vrai que j'avais la mèche courte à cette époque. Aujourd'hui, si la même situation se reproduirait, puis je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, probablement que je n'agirais pas de cette manière-là, ou pas, à tout le moins pas aussi agressivement. Mais voici l'anecdote. Au départ, les sceptiques, hein, puis je parle des sceptiques, je parle parce qu'on a une association au Québec, hein, l'Association des sceptiques du Québec. Et donc, dans cette association des sceptiques, et puis ça se peut que l'association ne soit plus à cette image-là aujourd'hui. J'ai coupé tout contact avec eux dans les années 90. Alors, en 2020, l'association a-t-elle changé? Je ne le sais pas, mais en 1990, j'ai dit merci, bye-bye. À cette époque-là, hein, ces gens-là sont toujours à dire, on voudrait bien une preuve qu'un phénomène paranormal existe ou mystérieux, mais on l'a jamais. Alors, voici l'anecdote. On est au tout début des années 90. Je mène mes enquêtes à gauche et à droite et je tombe sur un film à la télé qui s'appelle To Catch a Killer, comment attraper un tueur. Et c'est un téléfilm qui raconte l'histoire des policiers qui ont mis le grappin sur John Wayne Gacy, donc un tueur en série américain. On lui attribue 33 victimes, dont 30 ont été inhumées là, sous sa maison, sous son garage, etc. Donc, on l'avait surnommé aussi de Killer Clown, parce que, crois-le ou non, dans ses temps libres, il s'habillait parfois en clown, Pogo le clown, et allait amuser des enfants dans des hôpitaux. Donc, c'est une histoire tout à fait sordide. Et donc, John Wayne Gacy est arrêté à la fin des années 1970. Son règne de terreur, là, s'est maintenu au milieu des années 70. Et dans ce téléfilm, To Catch a Killer, on voit un comédien qui incarne le chef de la police de Des Plaines, hein, parce que cette histoire se passe à Des Plaines, qui est un quartier, en fait une banlieue de la ville de Chicago. Et c'est là que John Wayne Gacy habitait. Et le film, donc, nous présente ce policier, un certain Joseph Kozenczak. Et là, dans le film, on le voit aller rencontrer une médium et qui lui donne un appareil photo qui aurait appartenu à une des victimes de John Wayne Gacy. Mais à ce moment-là, on ne sait pas que c'est une victime, on sait que c'est un adolescent qui a disparu. Et donc, la médium commence à manipuler l'appareil photo et elle dit, voilà, cet enfant, cet adolescent, il est décédé. Puis là, elle donne un paquet d'informations par rapport à l'appareil photo qu'elle tient, mais également en lien avec la disparition du jeune homme et comment il a été assassiné par Gacy. Et éventuellement, toujours dans ce téléfilm, les policiers vont arrêter John Wayne Gacy et bien sûr, il y a une espèce de clin d'œil qui montre toutes sortes d'éléments que la médium avait dit et qui vont s'avérer vrais au cours de l'enquête. Donc moi, je vois ce film, puis je suis un peu surpris de ça. Je me dis, est-ce possible? Alors, j'ai rejoint le policier en question, Joseph Kozenczak, qui à ce moment-là n'était plus chef de la police de Des Plaines. Il était policier, il avait ouvert sa propre agence de détective privé, mais il avait été pendant une dizaine d'années chef de la police de Des Plaines. Et effectivement, c'est lui qui avait mis le grappin sur John Wayne Gacy. Et rappelle-toi, il y a 2 ans à peu près, on avait fait une émission sur Monsieur X. Oui. Et on avait fait entendre un court extrait de ma conversation justement avec Joseph Kozenczak. Hein, ça datait de cette époque. Donc, j'avais rejoint Kozenczak. Il m'avait raconté, tu te rappelles, il avait dit l'histoire qui retrouverait le corps le 30 avril ou quelque chose comme ça, le cimetière Evergreen. Bon, il avait donné tous ces détails-là. Et donc, je parle à Kozenczak au téléphone. On discute de ça, et là, il me confirme effectivement que ce que l'on voit dans le film est assez proche de la réalité, sauf que dans les faits, ils avaient contacté 2 médiums, et pour les besoins du film, on a réduit ça à un seul médium, mais c'est vrai que des informations avaient été données qui étaient de manière tout à fait qualitative. Alors moi, à partir de là, je demande à Kozenczak, j'ai dit, OK, mais est-ce que vous avez gardé des notes de ça? Il me dit, absolument. Toutes les notes, tout ce qui a été dit par les médiums, j'ai consigner ça dans un livre et ça fait partie de mes rapports, tout ça. J'ai dit, est-ce que ces documents-là existent encore? Il dit, oui, absolument. J'ai dit, si on demandait, par exemple, de voir ces documents-là, les comparer avec les archives policières, est-ce que ce serait possible? Il me dit, absolument. Ben, parfait.
Alors écoute, je contacte, inutile de donner le nom, mais je contacte ce monsieur à l'Association des sceptiques du Québec, qui en était le porte-parole à l'époque. Et là, je lui dis, écoute, j'ai parlé avec Joseph Kozenczak. Kozenczak est d'accord pour qu'on mette ces dossiers à notre disposition. Donc, on pourrait faire ce travail-là et vérifier si les informations fournies par les médiums ont pu vraiment être validées par des rapports policiers. Et là, je te raconte comment je l'ai vécu dans mes bottines, là, hein? On s'entend bien. Ce type-là me répond, crois-le ou non, il dit, bah, tu sais qu'à l'Association des sceptiques, on n'a pas les moyens d'envoyer des lettres ou donner des coups de téléphone. On peut pas faire ça. Ben là, c'est vraiment extraordinaire. Tu sais, c'est beau dire on n'arrive jamais à avoir une preuve, mais tu sais, si t'as pas 5 cents pour mettre un thème pour faire une enquête, ça va pas bien, là. Cette preuve-là, elle n'arrivera pas sur ton bureau tout seul, là, en cognant à ta porte. Bonjour, je suis la preuve que vous recherchez. Tu sais, c'est comme une stupidité. Je dis, ben là, ok, merci, bonsoir. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai explosé à la fameuse émission en question. Parce qu'on discutait, et là, à un moment donné, je lui ai dit, ouais, mais c'est bien beau, là, les sceptiques, puis ils sont bien fins, puis ils sont bien beaux, puis un beau leitmotiv, puis c'est énorme, puis on peut pas être contre la vertu, hein, parce qu'à les écouter parler, on est là pour faire la promotion de l'esprit critique et de la pensée rationnelle. Et quand je lui ressors ça sous le nez, il a le culot de me dire à l'écran, ah, mais c'est pas ça qui a été dit, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Écoute, j'ai pété ma coche. T'sais, c'est comme, ça n'a pas de bon sens, là, t'sais. Le même individu. Là, écoute, celle-là, elle est bonne, c'est croustillant. Là. Le même individu. 1989, une histoire d'OVNI à Sainte-Marie-de-Mont-Noir, on est en Montérégie. Et là, donc, vers 5 heures du matin, on est le 20 novembre 89, on en a déjà parlé à l'émission, donc les gens sont réveillés ce matin-là par des lumières dans le ciel. Et là, un des témoins, parmi les témoins les plus privilégiés, l'un d'entre eux voit des espèces de lumières qui semblent s'élever au-dessus d'une maison du voisinage. Et là, il a comme l'impression que c'est comme, pour reprendre son expression, c'était comme si je regardais un wagon d'un train, là, la nuit, puis que je voyais que les fenêtres d'éclairées. Je ne voyais pas un objet, mais je suppose que ces lumières-là devaient être accrochées après quelque chose. Et là, il en parle le matin même, il contacte son voisin d'en face, là où il a vu ces fameuses lumières s'élever au-dessus de la maison. Et là, le voisin d'en face lui dit, ben écoute, cette nuit, moi et mon épouse, on était réveillés par des lumières, mais bon, ils avaient une fillette, un bébé qui était très malade à ce moment-là. Et il dit, écoute, comme on avait passé une partie de la nuit debout, quand les lumières ont illuminé la chambre vers 5 heures, on s'est pas levé. On s'est retourné de bord, on s'est dit, c'est qu'est-ce que c'est? Puis comme ça a duré quelques secondes, ça s'est arrêté là. Et là, donc, le voisin de dire, écoute, j'ai vu des lumières qui s'élevaient au-dessus de ta maison. Puis, écoute, ça paraissait que c'est un film de science-fiction. Et puis, crois-le ou non, 48 heures après, notre type, hein, pas celui qui a vu les lumières, mais celui dont apparemment les lumières étaient au-dessus de la maison. Donc, il reçoit des amis à dîner, ils sont autour de la table, ils discutent, et là, ils ont une porte-fenêtre, hein, une porte patio, qui donne sur une espèce d'enclave derrière, un champ qui est en friche. Et là, un des convives dit, mais qu'est-ce qui a fait cette trace-là? Et là, en regardant à l'extérieur, il voit, là, à ce moment-là, on est rendu le 22 novembre 1989. Il y a un champ qui est jauni par l'approche de l'hiver. Il y a même un peu de neige qui est tombée dans le champ au cours des dernières heures. Mais là, il y a un cercle de 20 mètres de diamètre où l'herbe reverdit comme en été. Écoute, le type, il sort avec ses convives, ils s'en vont dans le champ, ils prennent des photos de ça. C'est vraiment incroyable. Il retourne à la maison, appelle sa femme, lui raconte ça. Et tu comprends que comme cette enclave est un endroit où les enfants vont jouer, on se dit, est-ce que le sol a été contaminé? Est-ce que c'est en lien avec ces lumières qui ont été observées 48 heures plus tôt au-dessus de la maison? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est radioactif? Donc, on est inquiet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on décide de contacter la gendarmerie royale. Ils appellent la GRC se rend sur place, fait des prélèvements à son tour, regarde, il n'y a pas de contaminants, il n'y a pas de radioactivité, il n'y a que cette curiosité. Hein, le champ a reverdi comme en été. Et l'agent de police qui était chargé de cette enquête-là, un agent de la GRC de Saint-Jean-sur-Richelieu, où j'habite, l'agent Antonio D'Angelo,
va se rappeler le restant de ses jours de cet événement-là. Hein. Toutes les fois, on s'est rencontrés au cours des années. On revenait sur cette histoire-là, puis il me disait, écoute, quand je suis arrivé dans le champ puis que j'ai vu ça, j'ai été renversé. J'avais jamais rien vu de pareil. Alors, écoute, ce cercle, il est là. Est-ce qu'il est lié à l'OVNI? Est-ce que ce sont des extraterrestres qui ont fait ça? J'en ai aucune idée. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu une investigation comme on aurait souhaité le faire. Moi, je me suis rendu sur place. Des gens m'avaient informé de cette histoire-là. J'arrive sur place, je vois le cercle en question. Je me dis, bon, ben c'est vraiment incroyable. Je collige les témoignages des gens. Et je contacte à ce moment-là François Bourbeau, qui est un ufologue de Drummondville, qui faisait un travail relativement sérieux. Donc j'appelle François Bourbeau, je lui dis, écoute, je sais que tu t'intéresses. Moi, je m'intéressais de manière où je m'intéressais aux ovnis, mais j'avais une palette, disons, plus grande, pas que les ovnis. Je m'intéressais aux fantômes, tous les phénomènes étranges et mystérieux. François était beaucoup plus ciblé sur la question des ovnis. Donc je le contacte, je lui raconte cette histoire-là. Et il y a une proposition pour qu'on travaille ensemble. On va faire quelque chose là-dessus. Donc, François contacte l'Université Laval de voir comment on peut procéder à des échantillons. Je reçois un appel de l'université qui me dit comment procéder. Je retourne sur le terrain. Donc, je te fais une histoire courte. Je ramasse des échantillons. J'envoie ça là-bas. Mais évidemment, bon cœur, hein, le cœur sur la main. Je me dis, faut bien que j'informe les sceptiques du Québec quand même. Hein? Donc, j'appelle les sceptiques du Québec et je tombe sur notre même monsieur de l'émission de télé dont j'ai arraché le micro. Là. Donc, je l'appelle, je lui dis, écoute, vous êtes toujours en quête d'événements extraordinaires qui prouveraient que quelque chose d'étrange s'est produit. Ben voilà, on a ce cercle-là. Et là, il me répond, ah, j'ai pas de voiture. Il habite Montréal. J'ai pas de voiture. Le métro va pas jusqu'à Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Je connais pas personne qui a une voiture qui pourrait m'amener. Donc, mille et une raisons, finalement, pour pas y aller. Je dis, ah ben, ok, c'est beau, merci, bonsoir, et puis on passe à autre chose. Des années après, là, on est rendu en 1996 ou 1999. Les années ont passé, là. Et là, écoute, les sceptiques du Québec ont le culot de publier dans un ouvrage qui s'appelle « Y croyez-vous » un article sur cette histoire d'OVNI à Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Et là, les auteurs, qui sont Jean-René Dufort et Pascal Forgette, donc deux individus qu'on connaît bien parce qu'ils ont des émissions à la télévision, ces gens-là étaient membres de l'Association des sceptiques du Québec à l'époque, ils vont donc sur place en 96 ou 97, et crois-le ou non, là, j'exagère pas, cette information-là elle est disponible. Les gens qui nous écoutent ce soir peuvent aller se procurer ce livre « Y croyez-vous », vous allez retrouver ça là-dedans. Les deux bonhommes nous disent, écoute, on est allé sur le terrain, on l'a pas vu, nous autres, le cercle. 6 ans après, là. Écoute, là, c'est quand même extraordinaire. Là. 6 ans après, on y va, on voit pas le cercle. T'sais. Et là, ensuite, ils disent, comme on n'a pas vu le cercle, ben, on s'est dit que ça pouvait être du gazon quelqu'un qui avait été répandre le gazon de sa tondeuse à cette place-là. Tu sais, s'il avait vidé sa tondeuse. Ben oui. Le 20 novembre, c'est le voisin qui coupait son gazon jaune, puis est allé le vider là, puis il est redevenu vert. Puis ça a dupé les agents de la GRC. Tu comprends? C'est n'importe quoi, d'une stupidité, mais désarmante. Et après ça, ces gens-là se lancent dans une espèce de critique en disant, quant à cette histoire de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, messieurs Page et Bourbeau ont mal fait le travail. Ils ont demandé des analyses sur la chlorophylle et sur l'azote qui était dans le sol, mais pourquoi également ne pas avoir fait une recherche sur la présence de champignons, sur la présence de ci, la présence de contaminants, la présence de ci ou de ça? Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'à l'époque, c'est facile, 6 ans, 7 ans après, de, passe-moi l'expression, chier sur les gens, mais quand ils ont été informés, ils n'ont absolument rien fait. Tu comprends? Et là, tu te dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Tu sais, je veux dire, c'est un peu comme des espèces d'asticots qui sont sur quelque chose, là, tu sais, qui essaient de dévorer quelque chose. Tu connais l'expression, c'est tellement facile de faire la critique quand on fait rien. Or, ces gens-là, nulle part, si tu lis leur compte-rendu, nulle part ils ne mentionnent qu'au lendemain des événements, ils avaient été informés et que l'un de leurs dirigeants a tout simplement décliné l'invitation de se rendre sur place. Et tu vois, c'est ce genre d'attitude qui est tout à fait inacceptable et c'est pourquoi je ne veux pas être associé aux sceptiques du Québec. Et je te dirais, il y a quelque temps, on l'avait reçu d'ailleurs à l'émission, Danny Plouffe,
qui est un physicien, qui était venu à l'émission pour parler des trucs sur les histoires de fantômes, les appareils utilisés par les chasseurs de fantômes. Et Danny Plouffe, à un moment donné, on faisait une émission ensemble. Et là, on est aux alentours de 2016 à peu près, 2016-2017, et Danny me dit, tu sais, Christian, lui est membre des Sceptiques du Québec. Alors, il me dit, tu sais, Christian, je lui raconte mes fameuses anecdotes que je viens de te raconter. Puis là, j'ai dit, écoute, puis les Sceptiques, à cette époque-là, j'avais été introduit, j'étais pas membre des Sceptiques, mais j'avais un bon ami à moi qui s'appelait Claude Macduff, qui était un ufologue un peu défroqué, qui avait rejoint, il était allé faire du militantisme chez les Sceptiques, et c'est Claude Macduff qui m'avait amené un peu à côtoyer les Sceptiques. Et ce que j'ai vu, j'ai vu des gens, Yannick, pareil comme dans les milieux des ovnis. Ces gens-là ont des biais. Tu comprends, au départ, là, ils sont convaincus que c'est pas vrai. Fait qu'ils n'ont pas envie de faire une recherche qui prouverait qu'ils ont tort. Ils ont au départ, exactement comme l'ufologue qui arrive sur le terrain et qui se dit « c'est des extraterrestres ». Il ne va chercher que des éléments qui prouvent que ce sont des extraterrestres. Les sceptiques, même s'ils ont... ce sont des humains. J'ai agi pareil, François Bourbois agit pareil, toi tu vas agir pareil. On est tous des humains, on a tous les billets de confirmation, on est tous comme ça, on fonctionne tous comme ça. Donc les sceptiques ont beau dire, oui, nous sommes là pour faire la promotion de l'esprit critique et de la pensée rationnelle. À la limite, ce sont quand même des humains, et comme n'importe quels humains, ils ont le billet, et le billet de confirmation est probablement le plus répandu. Donc au départ, ils partent du principe que tout ça, c'est de la merde. Et là, bien sûr, ils vont s'assurer de trouver que des éléments qui supportent que c'est de la foutaise. Et là, à un moment donné, donc, j'échange avec Danny Plouffe, je lui explique la situation, ses expériences plutôt négatives. Il me dit, tu sais, il dit... ça a bien changé. Maintenant, les sceptiques du Québec, c'est plus ça. Je vois que tu as connu une période sombre, le Moyen Âge, mais ça a bien changé depuis. Ah ben, c'est parfait. Alors, je lui ai dit, je ne dis pas. Il dit, tu devrais rejoindre l'association, tu verrais, là, ça a bien changé, les gens sont beaucoup plus ouverts. Je dis, OK, parfait, je vais y songer. Je vais y songer. Et là, écoute, je regarde. Et je l'avoue, hein, je te fais une confidence, là, Yannick, là. Quand je suis arrivé chez moi, après avoir eu cette conversation avec Danny Plouffe, je vais sur le site des Sceptiques du Québec. Et je vais regarder, peut-être que c'est vrai que ces gens-là ont bien changé depuis. Et là, ce que je vois, c'est que parmi les bonzes de l'organisation se trouve un astrophysicien qui est bien connu pour faire du bashing sur les ovnis au Québec. Si cet individu-là est encore là, il n'a pas été chassé manu militari, tu te dis, ben là, je pense pas que ça a beaucoup changé. Et comme de fait, quelques semaines après, notre astrophysicien membre des Sceptiques se retrouve à la radio et là, il dit, on parlait de ce nouveau programme mis de l'avant par les États-Unis pour enquêter sur les ovnis, c'était en 2017. Et là, il nous dit comme ça, il dit à la journaliste, il dit, vous savez, il dit, les Américains, c'est normal qu'ils enquêtent. Il dit, c'est pas la première fois. Et là, il lance comme ça, il dit, vous savez, dans les années 90, l'Europe, sous-entendre la Belgique, là, parce que en l'Europe, il y a eu une vague d'ovnis triangulaires et à ce moment-là, ça correspondait à les Américains qui testaient leurs avions secrets au-dessus de la Belgique. Du caca. Ils n'ont pas d'autres mots, là. C'est de la foutaise, là. C'est du n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a eu une vague d'observations d'ovnis sur la Belgique entre la fin de 1989, je te dirais, et ça a perduré jusqu'en 1991. Les gens décrivaient surtout des objets de forme triangulaire. À cette époque, parce que notre astrophysicien de dire également à la journaliste, les Américains testaient leurs avions. Quoi de mieux que de tester ces avions en secret au-dessus d'une nation amie? Écoute, je sais pas quelles sont ses connaissances en politique, mais c'est d'une stupidité aberrante. Jamais, ça donne quoi de faire des tests comme ceux-là si le pays que tu survoles, qui est ton pays ami, ne peut pas faire des mesures télémétriques? Tu sais, j'ai caché mon avion, tu louais-tu? Tu louais pas? Mais c'est d'une stupidité aberrante. Quand la vague belge s'est déclarée, l'OTAN, parce qu'il faut quand même le savoir, hein, la Belgique, c'est le siège de l'OTAN.
Donc, l'OTAN a adressé, le gouvernement belge, l'armée belge et l'OTAN ont adressé une demande aux militaires américains en disant, est-ce que il est possible que des vols clandestins du F-117 Stealth Fighter auraient pu survenir au-dessus de la Belgique? Et l'armée américaine avait été claire à ce sujet-là en disant, non, vos ovnis ne sont pas nos F-117 Stealth Fighter. Et aujourd'hui, on pourrait dire, oui, mais l'armée américaine, il ment, là. Mais aujourd'hui, grâce à la loi d'accès à l'information, on sait exactement où se trouvaient ces appareils. En fait, il y avait une flottille de 59 avions Stealth Fighter qui formaient l'armada américaine. Et on sait exactement où se trouvaient ces avions. Et ces avions-là, à aucun moment, ils n'ont fait des vols clandestins au-dessus de la Belgique. Alors, pourquoi notre astrophysicien, en 2017, sort-il encore cette histoire-là qui a été complètement déboulonnée, là? On le sait que c'était pas ça. Ben, tout ça à cause d'un article publié en 1990 dans le magazine Science et Vie. À cette époque, la vague belge en était à ses débuts. On se questionnait sur la présence de ces fameux objets triangulaires. Et là, un journaliste, Bernard Toinel, qui est un spécialiste de l'aviation, avait écrit un article dans le Science et Vie en disant « L'OVNI, c'est lui ». Et par « c'est lui », il désignait bien sûr l'avion F-117 Stealth Fighter parce que cet avion furtif était de forme triangulaire et il avait des lumières sur ses pointes. Et c'est un peu ce que les gens décrivaient. Le problème, c'est que l'avion furtif F-117 était incapable de faire des vols stationnaires, ce que beaucoup de témoins avaient rapporté, et c'était un avion excessivement bruyant. Donc, cette hypothèse a été immédiatement écartée en disant « c'est pas ça du tout ». Mais l'article, tu comprends, il a été lu par cet astrophysicien et ça a fait son affaire. Tu comprends? Il y a une vague d'ovnis sur la Belgique, puis là, on nous arrive avec une explication rationnelle. C'est pas grave, ça marche pas. Mais c'est une explication rationnelle. Donc on l'achète. On l'achète. Ça doit être bon. Et là, 20 ans après, il nous la ressort encore. Puis, je dis pas qu'il y avait des ovnis extraterrestres au-dessus de la Belgique. Les sociologues, les gens qui se sont penchés sur cette histoire-là, croient qu'il s'agissait probablement d'un phénomène d'hystérie collective. Il y a pu y avoir, au début de la vague, une série d'observations mystérieuses, des avions, n'importe quoi, un dirigeable, et tout ça a alimenté une espèce d'intérêt collectif en Belgique, et plus les journaux en parlaient, plus les gens regardaient dans le ciel, et plus ils voyaient des trucs dans le ciel, plus ils le rapportaient. Donc on croit qu'on était davantage dans une espèce de mécanisme sociologique, une contamination sociale, sans nécessairement faire appel aux extraterrestres. Mais une chose que l'on sait, c'était pas les avions de l'armée américaine. Ça, c'est clair que c'était pas ça. Mais pourtant, on continue de nous le proposer. Et je dois t'avouer, Yannick, quand j'ai entendu cette déclaration, j'ai éliminé la page des sceptiques du Québec dans mon ordinateur. J'ai dit non, c'est définitivement pas pour moi. Radio X Files avec Christian Page et Marceau, Radio X.